Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com. Le livre qui a changé ma vie, c'est très probablement Image Politics qui a été écrit par Kevin Michael DeLuca. Qui explique un phénomène qui est fondamental en théorie, en fait, des mouvements sociaux, des médias, qui est toute lutte politique est d'abord et avant tout une lutte de sens. Par exemple, on a reconceptualisé au courant du 20e siècle le concept de nature, qui était auparavant conçu comme un genre de grand centre de matériaux bruts, en fait, qu'il fallait exploiter à loisir. Le mouvement environnemental a reconceptualisé la notion de nature comme étant un lieu qui avait une valeur intrinsèque, un endroit qu'on devait protéger et chérir, en fait. Cette conception même de la nature-là n'existait absolument pas il y a 150, 200 ans. Ça m'a appris, entre autres, qu'on peut, à travers une mobilisation sociale efficace, arriver à changer des mentalités et faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Et c'est le nerf, en fait, de tous les mouvements sociaux. Aujourd'hui, les publications universitaires vous proposent d'approfondir le thème des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique en compagnie de Normand Landry. J'ai réconcilié avec le cheese whiz. Ah, le cheese whiz? Ouais. Ah, c'est la nourriture de mon enfance. J'ai mangé une centaine de pots de cheese whiz. Source de jaune, excellente. Professeur à la TÉLUQ, il s'intéresse à la participation citoyenne, aux enjeux sociaux et politiques de communication. Il est avec nous pour parler de son livre « SLAP, bâillonnement et répression judiciaire du discours politique ». Monsieur Landry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Votre livre parle des SLAP, les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique. Pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit ce livre-là, en fait, il y a plusieurs raisons. C'est d'abord un genre de résumé synthétique, en fait, d'une thèse doctorale que j'ai défendue à McGill récemment. Mais c'est aussi une volonté, en fait, de vulgariser et d'expliquer aux gens là, un phénomène de bâillonnement et d'intimidation judiciaire qui est extrêmement préoccupant, qui est peu connu, qui est mal expliqué et qui est surtout, en fait, connu dans le milieu anglo-saxon. Au Canada anglais, on a une certaine connaissance de la problématique, aux États-Unis également. Mais au Québec, jusqu'à très récemment, et en Europe et dans les pays francophones en général, on connaît encore très mal le sujet. Et si on vous demandait de définir ce qu'est une SLAP? En fait, l'acronyme SLAP vient du mot anglais Strategic Lawsuits Against Public Participation, qu'on traduit en français généralement par poursuite stratégique contre la mobilisation publique. Donc, une SLAP, une poursuite stratégique contre la mobilisation publique, c'est essentiellement l'utilisation des tribunaux pour faire peur, pour intimider ou pour briser les reins d'un adversaire politique. L'idée est qu'on prend un adversaire politique, quelqu'un qui s'oppose à nos projets, à nos idées, à nos intérêts sur la sphère publique, et on le confine devant les tribunaux en invoquant un certain nombre de préjudices qui sont usuels, par exemple le complot, l'atteinte à la réputation, l'interférence dans les affaires contractuelles, et on le poursuit en fait en demandant des dommages-intérêts qui peuvent être fréquemment considérables. Et ce faisant, on l'empêche en fait de s'exprimer librement dans l'espace public. On intimide tous les gens de sa communauté, les sympathisants, les collègues, les gens qui militaient avec lui dans l'espace public. Et on lui brise les reins financiers parce que la grande majorité de la population québécoise n'a simplement pas les fonds pour pouvoir supporter sur une longue période ce genre de poursuite-là. Donc, ça a un effet extrêmement réfrigérant sur le débat public. Ce genre de poursuite-là est extrêmement efficace pour convaincre les gens de ne plus participer, de ne plus prendre part aux grands débats qui animent nos sociétés, en fait. Est-ce que les SLAP sont un phénomène en croissance en ce moment? C'est une bonne question. C'est extrêmement difficile de qualifier le nombre de SLAP qu'on rencontre pour la simple et bonne raison que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une décision de justice par un tribunal qui est archivée, qui vient qualifier une poursuite de manifestement abusive, c'est très dur pour les citoyens normaux de pouvoir affirmer, hors de tout doute, qu'une poursuite est une SLAP, et d'autant plus que l'affirmer sur la place publique, qu'une poursuite est manifestement abusive et vise à nous faire taire, peut conduire à une poursuite en diffamation. Parce que lorsqu'on clame sur la place publique que notre adversaire vise à nous bâillonner, notre adversaire peut très bien dire que c'est tout à fait faux, que c'est manifestement diffamatoire et que ça lui porte préjudice.
Donc, qualifier une poursuite de SLAPP sur la place publique peut engendrer ce que moi j'appelle une méta-SLAPP, en fait, là, se faire poursuivre en diffamation pour avoir qualifié une poursuite de SLAPP. Mais comment faire la part des choses entre les vraies poursuites en diffamation et les poursuites en diffamation qui visent à faire taire ou à refroidir la mobilisation publique? Habituellement, une SLAPP est marquée par un certain nombre de caractéristiques. Il y a un débat public qui prend place et qui mobilise des acteurs qui ont des positions antagonistes. Il y a une partie qui a des ressources financières considérables, qui poursuit un adversaire politique et qui demande à cet adversaire politique-là des frais et en fait des dommages et intérêts qui sont tout à fait disproportionnés par rapport aux préjudices qui auraient présumément encouru. Ensuite, ce genre de poursuite-là a un effet, comme je l'avais dit tout à l'heure, très réfrigérant sur le débat public. Les gens qui participent au débat public, immédiatement, ont tendance à se taire, à arrêter de parler. Ensuite, il y a un certain nombre de préjudices qui sont invoqués. Le complot, l'atteinte à la réputation, le libelle, l'interférence dans les affaires contractuelles, l'atteinte à la propriété privée. Ce genre de caractéristiques-là est habituellement caractéristique d'une SLAPP. Il y a un autre genre de définition qui a été donnée aux États-Unis dans certaines juridictions qui dit que toute poursuite qui a pour effet, en fait, de restreindre indûment le débat public, peu importe les intentions du plaigneur, ce genre de poursuite-là ne devrait pas avoir lieu. Parce que la place pour s'engueuler, pour avoir des débats qui sont parfois mal intentionnés, qui sont vigoureux, qui sont parfois factuellement non fondés, c'est dans l'espace public et pas devant les tribunaux. Il y a une population qui est éduquée, une population qui sait faire la part des choses, devrait être en mesure de discerner par elle-même ce qui est une information vraie d'une information mensongère, de ce qui est un bon point de vue d'un mauvais point de vue. Donc, on ne confie pas aux tribunaux le soin de définir s'il y a eu abus ou non de la part d'une des deux parties plaignantes, mais bien de laisser les gens dans l'espace public définir les termes du débat par eux-mêmes. Le réflexe premier des juges, c'est de laisser la chose aller au fond. Ne coupons pas immédiatement la poursuite. Ne laissons pas la partie qui introduit l'instance voir son dossier refusé par le tribunal, mais attendons l'affaire. Et ce faisant, cette prudence-là vient en fait autoriser le calvaire des gens qui sont poursuivis de manière abusive pendant des mois, voire des années, devant les tribunaux. Au Québec, quels ont été les cas les plus célèbres de SLAPP? Le cas le plus emblématique pour moi est le dossier AQLPA. La QLPA est une association environnementale très connue au Québec et elle a contribué avec le comité de restauration de la rivière Etchemin et un certain nombre de citoyens à restaurer une rivière qui avait été polluée pendant des dizaines d'années et à réintroduire une espèce spécifique de saumon, en fait, dans la rivière. La QLPA est avisée en 2005 de la présence d'écoulements suspects dans la rivière. Tout le programme, en fait, de réinsertion du saumon était menacé. Les gens vont sur le terrain, se rendent compte que les écoulements proviennent près d'un site qui est opéré par un ferrailleur. Font une enquête, se rendent compte que le ferrailleur n'a pas les permis nécessaires pour opérer, qui contrevient aux lois environnementales, s'adresse à la ville, à la municipalité, qui ne fait rien, s'adresse également au ministère de l'Environnement, qui ne bouge pas. QLPA décide de prendre l'affaire en main et de demander à la Cour supérieure du Québec une injonction, en fait, pour faire stopper les travaux de la compagnie, le temps qu'elle obtienne les permis, le temps qu'elle fasse ses impacts d'études environnementales, le temps qu'elle se conforme à la loi québécoise. L'entreprise va répliquer par une poursuite de 5 millions de dollars, notamment en complot. La QLPA est directement menacée, en fait, de fermeture. C'est tout le travail d'un des groupes les plus actifs dans le milieu environnemental du Québec qui est menacé. La QLPA a fait une grande campagne au début 2006 qui s'appelle « Citoyens taisez-vous » de sensibilisation sur les SLAPP. À partir de là, amasse des fonds, sensibilise le législateur et conduit à terme au développement d'une coalition d'organismes au Québec qui vont travailler pendant des années à faire adopter une loi anti-SLAPP. Un autre cas spécifique qui est plus problématique, parce que le dossier n'a pas été qualifié non plus de SLAPP par les tribunaux, mais qui a été qualifié par près de 500 intellectuels de poursuites stratégiques contre la mobilisation publique. C'est le cas de mon éditeur, Éco-Société, qui a été poursuivi pour le livre Noir Canada à la hauteur de 11 millions de dollars par 2 compagnies minières canadiennes. En fait, les instigateurs de la poursuite se sont toujours défendus d'avoir institué une SLAPP. Ils disent que le livre contient des éléments qui sont manifestement diffamatoires et préjudiciables à leur réputation.
Maintenant, Éco-Société s'est toujours défendue quant à elle d'avoir fait un travail bâclé, supporte le travail de ses auteurs et pendant des années, en fait, mené une campagne également de sensibilisation sur les effets des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, sur la capacité des intellectuels critiques de publier, en fait, des recherches qui sont critiques et qui soulèvent des questions lorsque des intérêts commerciaux qui sont parfois extrêmement importants sont mis en cause. Donc, après des années de litige juridique, une des deux compagnies et Éco-Société ont décidé de régler hors cours. Donc, la poursuite n'a jamais été qualifiée de SLAPP. Mais il y avait un large consensus au sein de la communauté juridique que la poursuite était hautement problématique. Au Canada, le droit à la liberté d'expression est enchâssé dans la Charte canadienne. Est-ce que ça ne devrait pas être suffisant pour neutraliser ou éliminer les SLAPP? On a une très mauvaise conception au Canada, en fait, de nos droits, devoirs et libertés. La plupart des Canadiens ne savent pas que la Charte canadienne des droits et libertés a été conçue comme un outil pour protéger les citoyens contre leur gouvernement. La Charte ne s'applique habituellement que lorsqu'on peut faire une démonstration devant les tribunaux que le gouvernement est partie prenante au conflit. C'est un outil de protection contre l'autoritarisme de nos pouvoirs publics. Ça ne s'applique pas dans le cadre de litiges qui sont strictement privés. On ne peut pas mobiliser la Charte canadienne des droits et libertés contre notre voisin, contre un employeur, contre un ami, contre un collègue. On ne peut pas le faire. Une législation anti-SLAPP, ce qu'elle fait d'abord et avant tout, c'est qu'elle doit court-circuiter le processus judiciaire lui-même pour désengager les parties, pour que les parties puissent retourner dans l'espace public, livrer le combat là où il devrait être livré, et non pas devant les tribunaux. Vous venez de parler d'un des mécanismes importants qu'on doit incorporer dans une loi anti-SLAPP, c'est le rejet hâtif des poursuites. Oui. Quels sont les autres mécanismes à intégrer dans une loi anti-SLAPP? Toute bonne loi anti-SLAPP doit faire essentiellement 4 choses, juste 4 choses. Extrêmement difficile à faire, mais facile à comprendre. On doit protéger les gens contre ce genre de poursuites-là. On doit réparer les torts qui ont été subis. On doit dissuader les slappeurs potentiels de recourir à des démarches d'intimidation judiciaire. Et finalement, on doit punir les slappeurs qui ont institué des poursuites qui sont manifestement abusives. 4 choses, donc. Protéger, réparer, dissuader, punir. Pour protéger les gens, on doit faire 2 choses. Assurer le prompt rejet des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique. Et ensuite, protéger financièrement les gens qui sont traînés devant les tribunaux. Leur offrir une forme de financement pour éviter qu'ils n'aient pas à hypothéquer leur maison, avoir l'ensemble de leur économie fondre. Vous savez, au Québec, en 2009, le taux horaire qui était demandé par un avocat moyen dans un litige civil était de 171 $ de l'heure. Et une personne seule qui travaille à temps plein au salaire minimum au Québec n'a pas le droit à l'aide juridique. Donc, la grande majorité de la population québécoise ne peut simplement pas se permettre un avocat sur une longue période de temps. Ça prend une forme de protection financière. Ensuite, il faut réparer les dommages qui ont été subis par les victimes d'intimidation judiciaire, en assurant évidemment que tous les frais de justice vont être remboursés, mais également en leur attribuant des dommages et des dommages-intérêts qui vont leur permettre de compenser le stress, la perte de jouissance et les troubles psychologiques majeurs qui peuvent résulter de ce genre de poursuites-là. Comment est-ce qu'on dissuade les slappeurs, en fait, de recourir aux tribunaux afin d'intimider des adversaires? Bien, de 2 manières. En adoptant des lois qui vont sensiblement réduire les probabilités que leurs poursuites puissent passer inaperçues à l'intérieur du système de justice. Première chose. L'autre chose, c'est évidemment en adoptant des lois qui, s'ils se font prendre, ça va leur coûter extrêmement cher. Il faut qu'ils y pensent à 2 fois avant de recourir à ce genre de stratégie-là, parce que s'ils se font prendre, ça risque d'être extrêmement onéreux. Et finalement, punir tout slappeur qui a institué une SLAPP devrait être condamné à payer des dommages et intérêts qui sont substantiels pour qu'il ne recourt plus à l'avenir à ce genre de stratégie-là. En 2009, la ministre de la Justice, Kathleen Veil, a fait adopter la loi numéro 9. Quel est le contenu de cette loi? La loi 9 est une loi qui vise essentiellement un certain nombre de choses. D'abord, à protéger la liberté d'expression des citoyens et citoyennes du Québec contre des démarches d'intimidation judiciaire. C'est une loi qui modifie le Code de procédure civile afin essentiellement de donner aux juges plus de pouvoir. Un, pour rejeter de manière hâtive des poursuites qui sont abusives. Ensuite, pour encadrer plus étroitement des poursuites qui semblent abusives, mais dont les tribunaux n'arrivent pas très rapidement à convenir du caractère manifestement abusif. En gros, on permet aux juges de rejeter des poursuites. On permet aux juges d'obliger une des parties à financer la défense de son adversaire. C'est quand même quelque chose. On peut obliger une partie plaignante à financer
dans une certaine mesure, les coûts associés à la défense de son adversaire. On peut condamner une partie qui a introduit une instance abusive à lui donner beaucoup d'argent, donner des sous. Et finalement, on peut même réussir à exiger de gens qui sont sur des conseils d'administration, qui ont pris des décisions au nom de leur société commerciale, à être condamnés à verser eux-mêmes, individuellement, des dommages et intérêts à la partie qui a été victime d'abus judiciaires. Vous savez, le législateur envoie un message clair aux tribunaux en adoptant la loi 9. On veut que vous ne laissiez plus passer les poursuites qui sont abusives. La question clé, c'est est-ce que la magistrature a entendu le message? Est-ce qu'elle prend les bonnes décisions? Est-ce qu'elle applique les nouveaux règlements du Code de procédure civile d'une manière qui est concordante avec l'intention des législateurs? Ce qu'on est en train de voir 3 ans après l'adoption de la loi, c'est oui et non. La magistrature continue à résister au message qui lui est envoyé. Quand on a commencé à parler d'une loi anti-SLAPP au Québec, il y a eu des gens qui ont été en faveur de cette innovation et il y a des gens qui ont été en défaveur. Qui était pour, qui était contre? En fait, le Québec est un cas probablement à part parce que l'adoption d'une loi anti-SLAPP a fait consensus auprès de nos élites politiques immédiatement. L'intérieur de l'Assemblée nationale du Québec, tous les partis qui étaient présents étaient pour une loi anti-SLAPP. Et tous les partis politiques, y compris les Verts, qui étaient à l'extérieur, et Québec solidaire, nous ont témoigné un support clair et direct pour l'adoption d'une loi anti-SLAPP. Donc le consensus politique était d'ores et déjà atteint. Une trentaine de groupes est allé en commission parlementaire à 2 reprises pour vendre l'idée d'une loi anti-SLAPP. Tous les groupes de la société civile québécoise, environnementaux, défense des droits, maisons d'édition, intellectuels, syndicats, étaient en faveur de la loi. 2 groupes essentiellement qui ont démontré une hostilité envers la loi. Le premier groupe, c'est le représentant des milieux des affaires et commerciaux. Le Conseil du patronat et la Chambre de commerce sont venus dire aux législateurs qu'ils ne croyaient pas à ce projet de loi-là, qu'ils la jugeaient inutile, que ça allait créer, encourager une culture de la controverse qui est d'ores et déjà contre-productive au Québec. Alors, on avait une hostilité qui était assez marquée du milieu des affaires contre une législation qui vise essentiellement à protéger les citoyens contre de poursuites qui sont instituées par des sociétés commerciales contre eux, sans surprise. L'autre grande déception qui est venue, c'est celle du Barreau du Québec, qui est venu dire aux législateurs qu'elle ne voyait pas la pertinence ni l'urgence d'agir de manière proactive sur la question. Parce qu'il est vrai que, somme toute, le nombre de poursuites stratégiques contre la mobilisation publique qu'on a décelé au Québec est relativement modeste. On n'est pas en face d'un phénomène où il y a des dizaines de milliers de citoyens qui se font poursuivre au Québec. Mais la question était la suivante. On était devant un phénomène qui venait menacer les droits et libertés. C'est tout le système politique qui risque d'en pâtir. On est allé en commission parlementaire essayer de convaincre le législateur, en fait, que la sévérité des atteintes qui étaient portées à nos droits fondamentaux justifiait qu'on agisse de manière proactive, en aval plutôt qu'en amont. Là. Réglons le problème avant que ce soit un phénomène qui soit ancré dans la culture, avant qu'on juge normal et usuel de se poursuivre les uns les autres de manière abusive. Et en ce sens, est-ce qu'on pourrait dire que le Québec est à l'avant-garde en matière de loi anti-SLAPP au Canada? Vous savez, le Québec a adopté une loi anti-SLAPP en 2009. Auparavant, il y a des projets de loi anti-SLAPP qui ont été déposés aux assemblées législatives de Colombie-Britannique, de Nouvelle-Écosse, d'Ontario. C'est une problématique qu'on a rencontrée partout au pays. Maintenant, les autres provinces ont pour la plupart refusé, en fait, ne serait-ce que de considérer adopter des lois anti-SLAPP. La seule province qui a adopté une loi anti-SLAPP avant le Québec est la Colombie-Britannique, qui a adopté une loi en 2001. Maintenant, à la faveur d'un changement de gouvernement, la loi a rapidement été abrogée, quelques mois après son adoption. Donc, au Canada, on se retrouve, en fait, avec le Québec, qui a adopté une loi anti-SLAPP, et le reste du pays, qui dispose d'aucune protection contre ce genre de poursuites-là. À l'heure actuelle, il y a tout un mouvement de groupes en Ontario qui exige depuis des années l'adoption d'une loi anti-SLAPP. Il y a un rapport d'experts qui a été remis en octobre 2010, en fait, au gouvernement ontarien, qui dresse les contours de ce qui serait probablement l'un des meilleurs modèles législatifs au monde pour lutter contre ce genre de poursuites-là. Jusqu'à présent, le rapport est tout à fait tabletté. Aucune démarche concrète qui a été entreprise. Il y a des raisons très politiques qui font qu'on n'a pas considéré de manière conséquente l'adoption d'une loi anti-SLAPP au Canada anglais, pour la simple et bonne raison que la plupart des initiatives législatives provenaient de groupes qui n'étaient pas gouvernementaux, en fait, de partis de l'opposition.
Donc, ce n'est pas une priorité législative des pouvoirs publics en place. Au Québec et au Colombie-Britannique, les deux seules provinces qui ont adopté des lois anti-SLAPP, c'était le gouvernement lui-même, en fait, qui était proactif sur la question. Est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que de réfléchir le sujet des SLAPP permet aussi de réfléchir les menaces qui encerclent la vitalité des sociétés démocratiques? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on est en train de voir dans plusieurs pays en Occident, au Canada en particulier, c'est une colonisation croissante du judiciaire, de ce qui est fondamentalement politique. Le droit devient un pathogène à l'intérieur de nos sociétés. On est en train de judiciariser les débats les plus fondamentaux qui doivent avoir lieu à l'intérieur de la sphère publique. Le tribunal n'est pas l'endroit pour discuter des grandes questions et des grands débats qui doivent nous animer. La sphère publique, l'idée qu'on peut prendre la parole, s'adresser aux médias, convaincre nos élus politiques, s'organiser, manifester, s'engueuler, parfois être de mauvaise foi, parfois en étant articulé, parfois en se trompant. C'est le cœur même de nos sociétés libres et démocratiques. Et c'est un domaine où tous et chacun peuvent, outre leur capacité financière à se payer un avocat, participer au débat politique. Dans votre livre, vous dites que malgré l'adoption de la loi numéro 9, une sérieuse discussion doit être faite sur les poursuites bâillons. Pourquoi ça? Les SLAPP, c'est essentiellement un symptôme. L'erreur de la très grande majorité des gens qui ont travaillé sur les SLAPP, c'est voir dans ce genre de poursuites-là le mal incarné, la bête à abattre, la chose qu'il faut combattre. Lorsqu'on gratte un peu, on se rend compte que ce genre de poursuite-là n'est que le symptôme d'un système judiciaire qui est profondément dysfonctionnel, qui est profondément inéquitable et qui est profondément hostile, en fait, aux citoyens dont il est chargé de protéger les droits. C'est un système qui s'est aliéné la confiance de la population. C'est un système qui est en pleine inflation. C'est un système qui est complètement poreux à la traduction des rapports de domination économique et qui traduit ces rapports de domination économique-là en capital juridique. Toute partie qui a les moyens financiers pour le faire peut réunir une expertise juridique très conséquente. Les meilleurs experts juristes à ceux qui ont les poches assez profondes pour se les payer. On peut étirer, en fait, les procédures judiciaires sur de très longues périodes. On peut forcer la partie adverse à multiplier ses coûts en demandant des interrogatoires, en l'obligeant de nous fournir des documents, en l'épuisant financièrement et psychologiquement sur une très longue période. Tous ces éléments-là que je viens de vous dire, c'est des combats juridiques de bonne guerre que tous les avocats connaissent. Bien évidemment, on va jouer sur la procédure pour épuiser financièrement notre adversaire. Bien évidemment, on va investir des ressources financières conséquentes pour gagner notre litige juridique. Mais ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle au Québec, en Amérique du Nord et en Occident en général, c'est qu'on assure aux parties qui sont plus favorisées un droit d'ester en justice qui est considérablement bonifié par rapport aux simples citoyens. Nulle part il est possible de parler d'égalité judiciaire lorsqu'une société commerciale qui est multimillionnaire poursuit un simple citoyen qui fait des revenus d'autour de 40 000 $ par année. Une SLAPP, c'est essentiellement la cooptation politique délibérée d'une iniquité judiciaire qui est normalisée au quotidien, qui est prise pour acquis, qui est jugée saine, normale et acceptable. Le principal rapport qu'un citoyen a avec son avocat est un rapport marchand. On est client. Quand même drôle qu'un phénomène aussi fondamental en démocratie que l'accès à la justice soit conditionné par notre solvabilité, en fait, par les capitaux qu'on peut investir dans un litige juridique. En fait, l'existence d'un système judiciaire qui est complètement myope au processus de traduction d'iniquité économique en iniquité judiciaire assure aux slappeurs, en fait, tout le levier dont ils ont besoin pour pouvoir poursuivre ad vitam aeternam et à tout vent leur adversaire politique. L'intimidation judiciaire, ce n'est que ça. C'est utiliser ces capitaux devant les tribunaux afin de contraindre un adversaire, qu'il soit économique ou politique, à faire ce qu'on nous demande, en fait. Une SLAPP, c'est le produit d'un système judiciaire qui est profondément dysfonctionnel. Une bonne loi anti-SLAPP, c'est un peu comme une aspirine. Ça nous permet de mieux vivre avec le mal, mais ça ne règle absolument pas, en fait, la maladie qui est sous-jacente, en fait. Ça nous permet juste de mieux fonctionner tout en étant malade. La réponse qui doit être apportée à la problématique de la SLAPP est beaucoup plus large. C'est une remise en compte complète, totale et radicale de la manière avec laquelle notre système judiciaire est structuré.
manière avec laquelle les citoyens ont accès à la justice, manière avec laquelle l'aide juridique protège ou ne protège pas les gens qui font 25 000 $ par année, par exemple, la manière avec laquelle on autorise des sociétés commerciales multimillionnaires à poursuivre en diffamation pour atteinte à la réputation. Une réputation de société commerciale n'est pas du tout la même de celle d'un particulier. Une société commerciale ne souffre pas d'une atteinte à sa réputation. Elle ne connaît pas la douleur, en fait. Mais de mobiliser les tribunaux pendant des mois, voire des années contre des adversaires politiques en multipliant les recours, c'est un problème beaucoup plus large, en fait, que les simples poursuites bâillons. C'est un problème structurel d'iniquité judiciaire. Et ni nos élites judiciaires et ni la population, à l'heure actuelle, est prête à faire ce débat-là. Le livre que j'ai écrit vise un peu à acheter un pavé à la mare, en disant qu'il est absolument nécessaire, à l'heure actuelle, au Québec, au Canada et en Occident en général, qu'on remette en question la manière avec laquelle on fait des affaires devant les tribunaux. J'ai commencé à travailler sur le dossier des SLAPP comme tout citoyen. J'étais devant mon téléviseur et les gens de la QLPA passaient aux nouvelles. Et André Bellil, qui est le président de la QLPA, a dit on fait un appel à l'aide. On est poursuivi pour 5 millions de $, on a perdu notre assureur, on risque de fermer. Et devant ma télévision, je suis devenu vert de rage. Donc j'ai fait le choix éthique, politique et académique de développer une expertise la plus large possible et de mobiliser mon expertise dans le cadre de la lutte anti-SLAPP québécoise. Le livre que j'ai publié chez Éco-Société se veut un peu l'aboutissement de ce dialogue-là entre ma vie de citoyen et ma vie en fait de chercheur. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de gardiennage et surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison, www.vigiemaison.com.